Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette REF Monde Cap sur Pékin. Pékin, où nous allons avoir une conversation avec l'un des meilleurs experts de la relation entre la France et la Chine, la France, l'Europe et la Chine, André Cheng. Bonjour André Cheng. Oui, bonjour Ulysse Gosset. Il est quelle heure à Pékin? Oh, ben écoutez, il est 16h10, 12 là maintenant, donc avec 6 heures de décalage. Alors, vous êtes le vice-président du comité France-Chine, le président de Asiatique Européenne de Commerce, une société qui aide les entreprises françaises et européennes à s'implanter en Chine et réciproquement. Je rappelle que vous êtes né à Marseille et vous avez reçu une éducation familiale chinoise, mais vous avez suivi une formation française, vous êtes polytechnicien et vous jouez un rôle de premier plan dans les échanges économiques entre la France et la Chine. Alors, vous vivez entre Paris et Pékin. Pékin, vous êtes bloqué en ce moment en raison de la pandémie. Ça fait combien de temps que vous ne pouvez pas sortir de Chine et venir à Paris? Mais oui, la dernière fois que j'étais à Paris, c'était au mois de février, mais février de l'année dernière. Donc ça fait, vous voyez, à peu près 1 an et demi que je suis à Pékin. Enfin bon, je quitte Pékin quand même. La Chine est grande, heureusement, mais je n'ai pas pu quitter le territoire chinois depuis effectivement presque 1 an et demi. Alors, du point de vue de Pékin, comment voit-on la gestion de cette pandémie, bien sûr au niveau chinois, mais aussi au niveau mondial? Tout le monde se pose la question, est-ce que la Chine a dit toute la vérité, tout ce qu'elle savait sur l'origine de la pandémie? Et surtout, comment la Chine a-t-elle pu gagner cette bataille du Covid plus vite que tout le monde, avec beaucoup moins de cas que le reste du monde et beaucoup moins de morts? Où est l'explication? Est-ce que c'est son système de santé, la nature du régime? Quelle est votre vision à vous? Alors écoutez, on vit en plein paradoxe. Bon, je peux vous apporter un témoignage personnel, c'est que j'ai à peu près autant d'amis en France et en Chine. Donc je connais quand même pas mal de gens qui sont atteints, enfin, qui ont attrapé la maladie, qui ont attrapé le Covid d'une manière ou d'une autre, mais ils sont tous en France. En Chine, je ne connais pas j'ai pas un seul ami ou un seul parent qui ait été malade. Donc, c'est simplement un petit témoignage qui évidemment n'est pas significatif, mais c'est pour répondre à la question, est-ce que les Chinois cachent les cas? Honnêtement, je ne le crois pas. Alors, comment est-ce qu'elle a réussi à le faire? Donc, et là, vraiment, on est en plein paradoxe, parce que pour répondre à votre question, non, la Chine n'a pas un système médical extrêmement efficace. Je pense qu'elle a un système médical qui est beaucoup moins efficace que ce qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis, mais elle a réussi effectivement à lutter contre cette pandémie par une combinaison de systèmes, par des systèmes de dépistage, de traçage, de surveillance. Donc toute mesure qui serait inacceptable en France au nom des libertés individuelles. Mais le grand paradoxe, c'est que grâce à ces systèmes en Chine, eh bien, nous sommes dans une vie tout à fait normale, mais depuis très longtemps. Les restaurants sont ouverts pas depuis 2 semaines, mais depuis 1 an. Les Chinois peuvent aller dans les restaurants, dans les cafés, dans les musées, donc voyager dans toute la Chine, mais ça fait déjà plus d'1 an, avec quelques contraintes du type porter des masques dans les transports en commun, dans les avions, donc, et évidemment avoir le QR code donc, qui trace absolument. Ah, il me semble que nous ayons un petit problème de liaison avec Pékin. Est-ce qu'on va retrouver André Cheng qui nous parlait de cette situation de la gestion de la pandémie? Est-ce que André Cheng, vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Alors, je pense qu'on va essayer de rétablir cette liaison. C'est vrai que la façon dont la Chine a géré la pandémie, le système de contrôle avec effectivement les téléphones portables, l'évacuation massive de certains quartiers, ou en tout cas la restriction de mouvement a joué un rôle important. Le monde entier attend un certain nombre de réponses aux questions qui se posent sur l'origine du virus. On se rappelle des difficultés des équipes de scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé qui s'est rendue en Chine pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et on n'a pas toutes les réponses. J'aurais bien aimé pouvoir effectivement en parler avec André Cheng. Je ne sais pas si on peut le retrouver. Je me tourne vers nos amis de la régie. Ça va revenir, nous dit-on. Alors, c'est évidemment le grand paradoxe de ce monde virtuel dans lequel nous vivons. On peut communiquer, on peut se parler directement à travers la vidéo, mais parfois les liaisons sont difficiles. C'est le cas avec André Cheng. Je vous propose donc de marquer peut-être une petite pause jusqu'à ce que nous le retrouvions.
André Cheng, je crois qu'on a rétabli la liaison avec vous. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Oui, oui, je vous entends bien. Désolé de cet incident technique, ça arrive parfois, donc quand on est à distance Oui. aussi importante. Oui. Alors, pas de souci. Alors donc, oui, vous parliez de la façon dont la Chine avait géré la pandémie. Est-ce que c'est ce système de contrôle absolu à travers les téléphones portables, les gardiens à la porte des immeubles, les quartiers entièrement cloisonnés, les mesures qui ont été spectaculaires? On se souvient de Wuhan, qui est devenue une ville morte pendant plusieurs semaines. Est-ce que c'est ça qui explique finalement d'abord le nombre très peu important de cas, de victimes, et aussi que la Chine a réussi à vaincre le virus plus rapidement que tous les autres? Ah, alors, il faut faire très attention parce que, effectivement, les mesures spectaculaires que vous mentionnez ont existé, mais elles ont été finalement extrêmement limitées. Alors, mais quand il le faut, je vous donne un exemple. La semaine dernière, il y avait dans la ville de Guangzhou, donc un canton pour les Français, il y a eu un cas de Covid donc, qui s'est développé et les autorités chinoises ont pris tout de suite des mesures qui sont sidérantes, c'est-à-dire que les quartiers ont été bouclés, on a testé 100 000 personnes donc, et toutes les manifestations ont été annulées en ville de Guangzhou, donc, mais grâce à cela, c'est limité à Guangzhou, c'est-à-dire que ce cas qui a eu lieu il y a à peu près une dizaine de jours, donc c'est multiplié, mais nous sommes maintenant à une vingtaine de cas et je suis tout à fait confiant que le problème va être résolu. Mais en effet, pendant 1 à 2 semaines, les habitants de Guangzhou ont été confinés, enfin en tout cas dans un quartier, ont été confinés de façon extrêmement sévère, mais dans le reste de la Chine, la vie est tout à fait normale. Et au-delà, est-ce qu'on peut dire aussi que l'expérience d'autres pandémies a joué, parce que la Chine finalement était mieux préparée, le port du masque faisait partie de la vie d'une certaine manière? Alors oui, le port du masque fait partie de la vie, mais je crois assez peu à ce type d'explication qu'on donne, qui pour moi est surtout un alibi pour expliquer les mauvaises performances des pays occidentaux. Parce que quand on dit les pays occidentaux n'étaient pas préparés, bon, la Chine, effectivement, les gens ont un peu plus l'habitude de porter le masque, mais c'est vrai que, encore une fois, je crois à la vertu de cette combinaison, c'est-à-dire le fait que très rapidement ils sont capables de tester, je vous dis, sur Guangzhou, ils testent 100 000 personnes en 3 jours. Donc, vous avez la mise en place avec une grande efficacité d'un certain nombre de systèmes qui sont relativement rustiques. Donc, mais effectivement, ça marche. Alors, en tout cas, la croissance est repartie, l'économie chinoise tourne presque à plein régime. Je vous propose de nous attarder un instant sur le sondage de l'IFOP que nous avons réalisé pour cette REF Monde, qui nous montre qu'aujourd'hui, selon les Français, la Chine est déjà devenue la plus grande puissance commerciale du monde et elle va le rester, alors que les États-Unis arrivent en deuxième position. Évidemment, quelles sont les raisons de cette puissance commerciale actuelle? Je vais vous poser la question, mais on voit bien que pour 6 Français sur 10, la Chine reste la plus grande puissance commerciale. Et encore une fois, les États-Unis n'arrivent qu'en deuxième position, selon les Français, à 29% des cas. C'est quand même assez phénoménal. L'Union européenne ne recueille que 6% des voix et dans 10 ans, 9%, donc une petite montée en puissance de l'Europe. Vous êtes aussi, vous pensez que les Français ont raison? Ça y est, les jeux sont faits? Alors, attendez, il faut faire très attention à la question. La question, c'est est-ce que la Chine est la première puissance commerciale du monde? Alors ça, il n'y a absolument aucun doute. La Chine est la première puissance commerciale du monde. Mais ça ne signifie pas que la Chine soit la première puissance économique du monde, et ça signifie encore moins que la Chine soit la première puissance du monde. Donc tout à l'heure, j'ai entendu ce que disait Hubert Védrine, par exemple, et je pense qu'il a tout à fait raison. Les jeux ne sont pas faits du tout, si on parle de puissance tout court. Mais puissance commerciale, la Chine est effectivement de loin la première puissance commerciale du monde, et ça ne va que continuer. Parce que pour une raison extrêmement simple, regardez le plan de relance de Biden. On a beaucoup parlé de Biden tout à l'heure et on va continuer à en parler. Le plan de relance de Biden, en quoi consiste-t-il? Il consiste à distribuer de ce qu'on appelle, les économistes appellent de la monnaie hélicoptère. C'est-à-dire on va distribuer de l'argent à toute une série de gens. Mais bien entendu, les gens à qui on distribue cet argent, c'est la classe moyenne et plutôt la classe moyenne inférieure.
Ces gens-là vont disposer de pouvoir d'achat, ils vont pouvoir acheter des produits, mais quels sont les produits qu'ils vont acheter? C'est exactement les produits que seule la Chine est capable de fournir. Parce que seule la Chine a actuellement les capacités industrielles qui permettent de fournir le monde, et la Chine a les prix qu'il faut. Autrement dit, malgré toute la guerre commerciale qu'a livrée Donald Trump, on se trouve, comme vous le savez, avec un déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine qui est historiquement le plus élevé. Et ça ne va que croître. Il ne peut pas en être autrement. Très bien. Alors, de la même manière, on s'aperçoit qu'il y a entre les États-Unis et la Chine un durcissement, mais plus intéressant pour nous aujourd'hui, un durcissement également entre l'Europe et la Chine. La Chine qui est considérée comme un rival systémique. Et puis, il y a eu une tension très forte à propos de Hong Kong, une tension très forte à propos du Xinjiang et du sort des Ouïghours. Est-ce que ça veut dire que, et on a vu surtout l'application de sanctions des deux côtés, des sanctions limitées, mais tout de même, c'est symboliquement fort. Est-ce que rien ne va plus entre la Chine et l'Europe? Alors, écoutez, moi je pense qu'il faut faire très attention aussi, parce que revenons un petit peu, faisons un tout petit rappel historique, pas très lointain. Les États-Unis et la Chine sont dans un conflit, effectivement, qui est un conflit de puissance. Conflit de puissance qui ne concerne pas l'Europe. L'Europe n'est pas impliquée dans cette opération. Savoir qui sera la première puissance du monde, ce n'est pas le problème de l'Europe. Et ce conflit n'est pas du tout un conflit, j'allais dire, sur des théories, c'est pas un conflit idéologique. Ce conflit a été notamment mené par Donald Trump, et Donald Trump n'est pas vraiment un très grand défenseur de la démocratie. C'est vraiment un conflit de puissance. Or, Donald Trump, maintenant, n'est plus là. Et ce qui n'a pas empêché, je vous signale, Donald Trump, malgré donc, son hostilité à la Chine, de négocier avec la Chine, puisqu'ils ont arrivé à faire ce qu'on appelle cet accord de phase 1, qui donne aux Américains quand même toute une série d'avantages. Il se trouve que l'Europe, après en négocier pendant 7 ans, 8 ans, est arrivée, donc in extremis, à obtenir un certain nombre d'avantages qui met l'Europe à égalité avec les États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'accord sur le CAI, le Comprehensive Agreement on Investment. Bon, donc, et ça a été obtenu, ça a été arraché par l'Europe, tout à fait dans les derniers jours de l'année 2020, avec des concessions chinoises qui sont des concessions tout à fait significatives, puisque ça met l'Europe à égalité avec les États-Unis et même un petit peu mieux. Il y a quelques éléments sur lesquels l'Europe a des avantages sur ceux que les Américains négocient. Alors là, à ce moment-là, on voit les Américains changer le fusil d'épaule et transformer ce combat, avec un changement de président entre-temps, en combat idéologique. Les États-Unis disent, ben voilà, nous allons faire une alliance des démocraties contre la Chine, et les États-Unis demandent à l'Europe donc de ne pas signer, de ne pas approuver cet accord qui a été obtenu avec les Chinois. Moi, je considère que c'est tout à fait un piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que ça perturberait, ça empêcherait les Européens tout simplement de pouvoir jouir des mêmes avantages commerciaux et économiques que les Américains, et ça n'apporte strictement rien de plus à l'Europe. Il ne faut surtout pas que l'Europe tombe dans ce type de piège. Et tout de même, ces sanctions des deux côtés, ça vous inquiète? Alors, ces sanctions, effectivement, bon, d'abord, ces sanctions sont quand même symboliques et, honnêtement, entre nous, elles sont un peu ridicules parce que les sanctions, donc le fait d'empêcher un certain nombre d'Européens qui n'ont vraisemblablement aucune envie d'aller en Chine, et vice-versa, ce sont des sanctions qui sont purement symboliques. Mais effectivement, le symbole est très très important et la Chine a très mal pris ces sanctions de son côté, tout simplement parce que, comme vous le savez, ce sont les premières sanctions qui ont été appliquées par l'Europe vis-à-vis de la Chine depuis 1989, depuis les fameux événements en juin 1989, donc il y a de cela déjà plus de 30 ans. Et c'est ce qui explique notamment que la Chine, effectivement, est extrêmement mal prise. Et vous savez, les Chinois sont extrêmement sourcilleux sur des questions de souveraineté. Alors, est-ce que ça rend plus difficile le business, les affaires pour les entreprises françaises en Chine aujourd'hui? Et quelles recommandations vous pourriez formuler pour tous ces hommes d'affaires qui s'interrogent? Soit ils y sont déjà et ils se demandent s'ils vont pouvoir y rester, soit ils veulent y aller. Est-ce que c'est le moment ou est-ce qu'il faut attendre? Alors, je pense que
Il faut justement savoir surmonter, enfin surtout quand on est un homme d'affaires français, il faut savoir surmonter les obstacles que l'on rencontre et que vous avez justement cités. Mais on voit bien qu'en réalité, la Chine entre dans une phase où son économie est tout à fait favorable, notamment à la France. Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, si je simplifie, la Chine était dans une période où il fallait qu'elle édifie le pays. C'est-à-dire qu'elle avait besoin d'importer des techniques, elle avait besoin d'importer des machines-outils, elle avait besoin d'édifier son industrie. Et là, on se trouve dans un certain nombre d'équipements où ceux qui étaient favorisés, ce sont les pays que nous connaissons, c'est-à-dire le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, et la France est relativement plus faible. Mais précisément, la Chine, à cause de la croissance ininterrompue de son économie depuis 30 ans, arrive à un stade où elle accède à la consommation de masse. Et là, on se trouve dans quelque chose qui est beaucoup plus favorable à la France. Et s'il y avait, enfin, vous n'êtes pas sans savoir que M. Bernard Arnault est la troisième fortune mondiale. Bon, s'il n'y avait pas les Chinois, il ne serait jamais arrivé à ce stade. Alors, ne parlons pas de M. Bernard Arnault, mais parlons d'autres sociétés comme L'Oréal ou d'autres sociétés, ou même prenez une société comme Savencia, par exemple, qui vend des fromages. On pensait pendant très longtemps qu'on n'arriverait pas à vendre des fromages à la Chine. Eh bien, si, Savencia arrive à vendre des fromages à la Chine. Donc, et je crois même que c'est un des tout premiers pays, un des tout premiers marchés dans le monde pour une société comme cela. Donc, on est à un stade où, effectivement, la Chine s'intéresse à des produits de consommation et s'intéresse notamment aux produits français. Mais il faut bien voir aussi que la manière de faire des affaires avec la Chine a changé. C'est-à-dire que si je prends un peu l'historique des relations, il y a eu cette époque dans les années 80-90 où il fallait faire des joint ventures essentiellement avec la Chine. Bon. Et puis au début des années 2000, on est arrivé à une situation où les joint ventures n'étaient pas tellement appréciées parce qu'elles créaient des problèmes de gestion. Et c'est des périodes où on a fait ce qu'on appelait des usines greenfield, c'est-à-dire des woofy, des sociétés entièrement étrangères. Et là, il y a eu des problèmes qui sont posés aussi, parce qu'on s'est rendu compte que les sociétés étrangères dirigées par les étrangers n'étaient pas nécessairement très adaptées à conquérir les marchés chinois. Et ce qu'on est en train de percevoir maintenant et qui est extrêmement intéressant, ce sont des fusions-acquisitions. C'est le fait pour les groupes étrangers, français en particulier, de pouvoir acquérir des sociétés chinoises. Et là, il y a un phénomène sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est qu'on voit que la Chine est un pays communiste, ce qui est entièrement vrai. On voit que la Chine tient beaucoup à l'importance des sociétés d'État, ce qui est extrêmement vrai aussi. Mais on aurait tort de penser que l'économie chinoise repose uniquement sur les sociétés d'État. Donc le Parti communiste chinois est trop intelligent, si vous me permettez l'expression, pour reposer uniquement sur la société d'État, parce que le Parti communiste chinois sait très bien que ce qui est absolument essentiel en ce moment, c'est l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas le fait des sociétés d'État, c'est le fait des sociétés privées. Donc, la Chine tient absolument à marcher sur ses deux jambes, pour employer l'expression que vous connaissez bien, et il y aura à la fois des entreprises privées et des entreprises d'État. Et là, les entreprises privées sont extrêmement nombreuses en Chine, sont extrêmement florissantes. Et là, il y a énormément de possibilités pour des sociétés françaises de pouvoir trouver des accords avec les sociétés privées, ce qui est beaucoup plus facile qu'avec des sociétés d'État, et de pouvoir mettre le pied en Chine, donc avec un accès au marché par ce biais-là. Très bien, merci beaucoup André Chêne pour cette conversation en direct de Pékin et ce message adressé finalement aux entrepreneurs français. Je vous remercie à nouveau et je vous propose de rester avec nous pour dans quelques instants poursuivre la conversation, cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, si j'ose dire, à propos des États-Unis. Nous allons recevoir l'ambassadeur Jean-Bernard Lévit et je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes.